Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au premier symposium virtuel du Bureau canadien de l'éducation internationale sous le thème « Réimaginer l'internationalisation dans le contexte de la COVID-19 ». Comme vous et les membres de votre équipe l'avez constaté au cours des derniers mois, l'internationalisation de l'enseignement a été gravement perturbée au court, moyen et très probablement long terme en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Les campus sont fermés, l'enseignement et l'apprentissage se fait maintenant en ligne et la mobilité entrante et sortante des étudiants, des enseignants et des chercheurs s'est presque arrêtée. Cette crise est une occasion de changement et d'innovation. Nous avons créé le symposium du BCEI avec l'objectif de donner aux participantes et participants l'occasion de réfléchir à la COVID-19, à son impact sur les priorités stratégiques institutionnelles et à la façon dont elle a propulsé des innovations vers l'internationalisation avec des implications actuelles et futures. Nos efforts collectifs au cours des derniers mois ont permis de renforcer la position du Canada en tant que partenaire de confiance et destination d'apprentissage. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et d'avoir pris soin de nos étudiants internationaux. Nous espérons que le symposium servira de forum à partager des solutions ingénieuses des établissements canadiens face à des défis complexes et donnera aux participantes et participants un aperçu clair de l'état actuel du secteur canadien de l'éducation internationale. Nous aimerions commencer par souligner que les terres sur lesquelles nous avons cet échange font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Nous pensons à eux et apprécions l'opportunité de nous rassembler sur cette terre. J'aimerais remercier l'équipe d'Applyboard pour leur généreuse contribution à cet événement. À ce moment, j'invite M. Mike Alcott, directeur de la plateforme ApplyProof, pour dire quelques mots. ApplyProof est un nouveau projet d'Applyboard. M. Alcott, à vous. Merci, Madame Bezero. Bonjour, je m'appelle Mike, je travaille pour ApplyBoard et je suis directeur d'ApplyProof. Avant d'occuper ce rôle, j'étais doyen international au Sheridan College et avant cela, j'étais directeur de programme international à l'Université Trent. Je suis un éducateur international depuis plus de 30 ans et même si ça fait longtemps que je ne parle pas français, c'est un honneur de parler avec vous dans le cadre de ce symposium de BCEI. ApplyBoard est très heureux de parrainer cet événement et nous pensons que notre mission s'harmonise au thème du panel, l'innovation certainement et le COVID-19. Fondé en 2015 par des étudiants internationaux du Canada, ApplyBoard est une plateforme en ligne de recrutement et d'admission d'étudiants. Nous avons aidé plus que 100 000 des étudiants de 110 pays et travaillons avec 1200 partenaires scolaires au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les 500 membres de notre équipe au Canada et dans le monde travaillent constamment à innover dans le parcours étudiant et l'expérience scolaire en accueillant les étudiants au Canada. Nous travaillons également à améliorer l'intégrité des processus et nous travaillons en partenariat avec des collèges et universités à travers le Canada sur la solution innovante ApplyProof. Nous avons une séance à ce sujet à 15h15 aujourd'hui pour en discuter. Nous souhaitons à tous un événement productif, une bonne santé et de la joie tout au long de notre émergence de cette période sans précédent. Merci beaucoup. Merci, Mike. La table ronde aujourd'hui sera animée par Mme Nicole Lacasse. Nicole Lacasse est docteur en droit international et professeur titulaire à la Faculté de sciences de l'administration de l'Université de Laval.
Madame Lacasse a fondé la chaire Stephen Jarolowski en gestion des affaires internationales et préside le réseau international des dirigeantes et dirigeants universitaires en gouvernance et gestion. Nicole Lacasse siège à de nombreux conseils d'administration, incluant celui du BCEI. À vous, Nicole. Merci. D'abord, merci Larissa, merci M. Alcotte de nous avoir introduits et surtout de soutenir cet événement. Donc aujourd'hui, Larissa l'a souligné, on va parler de réimaginer l'internationalisation dans le contexte de COVID. Et en sachant que la pandémie a complètement chamboulé notre secteur, ça a été souligné, après le rapatriement des étudiants et des profs, l'annulation des missions internationales, l'annulation de tous les programmes scientifiques, je dirais, autant les événements que tous les déplacements dans des projets de recherche. Le chamboulement du recrutement, M. Alcotte a souligné, mais l'arrivée, les difficultés de frontières. Donc, on a vraiment un secteur qui a été touché de plein front par la pandémie, comme tous les secteurs, mais en particulier. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment de se demander comment réimaginer, et ça a été bien dit par Larissa, réinventer un peu notre secteur et le voir comme une occasion. Et pour ça, donc, on pense tous qu'il y aura un avant et après COVID et qu'on n'attendra pas passivement pour voir comment ça va se passer. Et dans le cadre de notre l'heure et demie qui s'en vient, on va discuter avec 4 intervenants de grande expérience, partager nos réflexions sur qu'est-ce qui s'en vient et comment on a déjà commencé à revoir nos pratiques à l'international. Et on va les pousser un petit peu plus loin, parce que c'est des gens d'expérience, comment ils voient ce qui s'en vient, comment on va pouvoir se positionner et surtout contribuer à l'innovation dans ce secteur-là, comme établissement canadien, comme institution canadienne. Donc, c'est la perspective qu'on a. Pour faire ça ce matin, j'ai dit qu'on a 4 intervenants. Je les présente très sommairement, de manière à pouvoir entrer assez rapidement dans le débat. On a tout d'abord Jean-Philippe Thouars. Peut-être que je vous invite à dire un petit bonjour avant votre tour. Donc, Jean-Philippe Thouars, qui est directeur technique à l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, Yves Gurf de son petit nom, à l'AUF, l'Association des universités francophones. Peut-être, Jean-Philippe, je vous invite à dire bonjour avant que je présente les autres. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'introduction, Nicolas. Voilà. Ensuite, je présente les autres intervenants et je vous expliquerai lors de notre plan de table ronde. Alors, Sylvain Benoît, directeur du Bureau international à l'UQTR. Sylvain? Oui, bonjour tout le monde. Très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. Donc, bon symposium. Voilà. Ensuite, nous avons Lynn Dubé qui est à Polytechnique Montréal International. Lynn? Oui, bonjour Nicole. Je voudrais remercier le BCI pour l'organisation de ce symposium et je suis également très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci. Et Adèle Elzaïm, dirigeant principal de l'internationalisation à l'Université d'Ottawa. Adèle? Bonjour Nicole, bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir et d'être avec vous en ligne. Merci au BCI et Apply Prof de nous avoir ici. Et voilà. Et quand on disait que c'était disruptif, puisqu'il n'y aura pas de congrès national du BCI cette année, l'innovation, c'est que c'est le premier congrès, le premier symposium virtuel du BCI et c'est une bonne démonstration de ce qui est en train de changer. Alors, on a un panel qui a une durée de un peu moins de 90 minutes, là maintenant, puisqu'on a déjà presque 15 minutes d'écoulées. On a imaginé ensemble ce panel en 2 parties. Une première partie qui va être assumée sur les larges épaules de M. Thouars, à qui on a demandé d'un peu mettre la table sur l'état de la situation. L'AUF et donc les Gurf ayant eu les témoignages de plusieurs universités dans le monde sur l'impact du COVID, qu'est-ce que ça a changé, comment. Donc, on lui a demandé de nous faire un peu, en 15 minutes, un court état, mais de la situation actuelle, comment on l'est perçu plus largement dans le monde par différentes universités de la francophonie. Ce sera notre première partie. Et en deuxième partie, on va être plus en mode panel débat. Donc, on aura, vous avez nos intervenants, Sylvain Benoît, Lynn Dubé, Adèle Elzaïm, à qui on a demandé de réfléchir sur qu'est-ce que ça a changé, quelles sont les nouvelles voies qui s'ouvrent. Et l'idée étant toujours de comment on va réimaginer qu'est-ce qui s'en vient de nouveau dans nos réflexions et comment nos établissements pourront contribuer à innover dans le contexte nouveau de changement stratégique au niveau de l'internationalisation.
Et on a divisé cette deuxième partie en thèmes. On va d'abord réfléchir sur qu'est-ce que ça change au niveau de la formation de l'académie, qu'est-ce que ça change au niveau de la recherche, qu'est-ce que ça change au niveau des collaborations, c'est le troisième thème, Nord-Sud et Nord-Nord, qu'est-ce que ça va changer dans nos partenariats. Et on va terminer sur qu'est-ce que ça change en gouvernance, administration et dans le positionnement plus large qu'on peut prendre au Canada. Donc, c'est notre plan de panel aujourd'hui, très ambitieux, mais on a des gens très capables d'avoir du punch en peu de temps. Alors, je commence directement en passant la parole à Jean-Philippe Thouard, donc en l'invitant à prendre un gros 15 minutes d'introduction pour nous faire un peu un état de situation qui va nous permettre de comprendre comment, dans quel contexte on doit réinventer, réimaginer l'internationalisation de nos institutions. Alors, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Nicole, et merci bien évidemment au BCEI d'avoir invité l'Agence universitaire de la francophonie et son Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire à laquelle j'appartiens à cette table ronde. Alors, je vais essayer de vous présenter très rapidement les résultats intermédiaires, je dirais, d'un projet qu'on est en train de mener. Qui s'appelle « Gouvernance universitaire en temps de crise et post-crise ». J'essaie de vous présenter tout simplement quelques leçons, quelques perspectives que les personnes que nous avons interrogées dans le cadre de ce projet tirent de la crise en termes de gouvernance universitaire, puisque c'est notre domaine, mais je pense que vous verrez que ça a des implications dans le domaine de l'internalisation, puisque la gouvernance de l'internalisation fait partie de la gouvernance universitaire. Alors, dans le cadre, lorsque la pandémie de la Covid-19 est arrivée, l'AUF a lancé un plan d'action, un plan spécial pandémie qui a été donc lancé courant mars. Et je ne vais pas vous citer toutes les actions qui sont menées, peut-être simplement en mettre en lumière quelques-unes. La mise à disposition des ressources numériques de l'AUF, notamment notre bibliothèque numérique, un atlas d'expertise de manière très large et largement gratuite à l'ensemble de nos membres. Un appel d'offres international à destination des étudiants et des jeunes chercheurs qui visait à accompagner la réponse de la communauté universitaire à la pandémie et à soutenir le développement de solutions à impact très très rapide pour répondre immédiatement à la crise et aider les systèmes de santé et les populations à faire face à cette crise. Et on a été bluffés, je dois le dire, par la réponse à cet appel, puisqu'on a reçu près d'1 millier de réponses. Et on a sélectionné au final, c'était très délicat, enfin très difficile à faire, plus de 90 projets dans 44 différents pays, qui sont tous très innovants, très imaginatifs et qui sont un témoin de la vitalité et de la créativité de la francophonie scientifique. Dans le cadre de ce plan de l'AUF, nous avons, nous, l'IFGU, proposé une activité qui s'appelle « Gouvernance universitaire en temps de crise » et dont l'objectif est de recueillir et de partager les expériences et les innovations des universités de la francophonie en termes de gouvernance universitaire en temps de crise et en temps après la crise. En gros, comment est-ce qu'elles ont adapté leur gouvernance à la crise, comment est-ce que leur gouvernance a réagi à la crise et quelles leçons ils en tirent pour le futur. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, ce projet, il est mené en partenariat avec le Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, donc l'Université canadienne, on s'en réjouit, et en particulier avec le directeur de son centre, Éric Champagne. Je tiens à remercier également Tony Toufik du BCEI pour les conseils qu'il nous a également prodigués lorsqu'on a monté le projet et tout au long de cette période où nous le menons. Et bien évidemment, notre institut travaille avec l'ensemble des composantes de l'AUF. Nous avons des implantations dans toutes les régions du monde et elles nous aident énormément à identifier les témoins potentiels. Ce projet a 4 phases. D'abord, une phase durant laquelle nous recueillons des témoignages de dirigeants d'universités. C'est la phase dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. À partir de septembre, nous allons mener une série de webinaires dont le but va être d'analyser tous ensemble et de partager les points saillants, les leçons issues de ces témoignages. Dans une certaine manière, cette présentation, une petite introduction à ces futurs séminaires. Nous aurons plus tard des études de cas
sur certains établissements pour identifier plus précisément quelles bonnes pratiques ont émergé de la crise actuelle et après la crise. Et ultimement, nous envisageons d'avoir une publication, peut-être un guide de référence sur la gouvernance universitaire en temps de crise et post-crise. Alors, ces témoignages que nous recueillons à l'heure actuelle, nous les avons recueillis bien évidemment à distance, hein, puisque nous ne pouvons pas nous déplacer. Donc, nous avons fourni aux dirigeants qui étaient prêts à témoigner un guide d'entretien avec un certain nombre de questions sur le contexte de la crise, ses grandes étapes, le pilotage, comment ils ont piloté en temps de crise, comment ils ont piloté la continuité des différentes activités, quels outils ils ont mis en œuvre, quelles innovations ont émergé dans le pilotage et quelles leçons ils tirent et quels impacts à long terme la crise va avoir sur leur pratique de gouvernance. On a déjà publié 6 témoignages hein, ils sont disponibles à travers le site de l'AUF, de l'IFGU, la chaîne YouTube de l'AUF. On en a 5 autres qui sont en cours de montage et on a encore d'autres qui sont en cours de préparation, de captation. Sur la page suivante de la présentation, vous avez les liens relatifs à qui permettent d'accéder à ces vidéos. Je vais passer rapidement au premier retour hein, qui émerge de ces premiers témoignages. Et ça montre que d'une certaine manière, tout le monde suit à peu près le même script. Il y a des décisions des autorités du pays qui hébergent l'établissement qui conduit à l'arrêt de l'accueil du public ou à la fermeture des campus et la mise en œuvre de mesures de distanciation sociale, de restrictions à la mobilité, voire de confinement, on le sait tous. En même temps, les universités réagissent immédiatement et mettent en place des mesures pour assurer la continuité des activités du mieux possible et le plus souvent en exploitant, plus que par le passé, des outils numériques. Avec pour objectif de maintenir la cohésion et la sécurité de la communauté universitaire et tout simplement de terminer l'année académique en ce qui concerne les formations et de mener le projet à bien dans les temps en ce qui concerne les autres activités dans des conditions jugées acceptables. Et tout en préparant également la reprise des activités normales, mais je mets normales entre guillemets, puisque nous voyons bien que ce qui va sortir de la crise ne sera pas exactement comme avant. Mais si tout le monde suit à peu près le même script, tout le monde ne le fait pas avec le même calendrier et ne le fait pas dans le même contexte. La crise sanitaire ne touche pas tous les pays en même temps, ni de la même façon. Certains pays sont actuellement toujours en pleine vague épidémique ou sont en train d'y rentrer. D'autres, comme le Canada ou la France ou d'autres pays encore, sortent de la phase d'urgence, déconfinent et commencent à rentrer dans un après la phase d'urgence. Mais ce futur, il est intrinsèquement incertain. Est-ce que c'est une véritable sortie de crise ou est-ce que c'est une étape différente de la crise qui déploierait sur un temps plus long dans un contexte d'incertitude? Et bien évidemment, les pays et les institutions ont des moyens, des ressources qui sont très différents pour faire face à tout cela. Des pays différents, des situations économiques différentes, des cultures différentes également. Pour certains établissements, c'est la première grande crise ayant un tel impact depuis des décennies. Hein, si on parle en termes de crise externe, ayant des causes externes à l'établissement, ayant un impact de longue durée. Mais pour d'autres établissements, en fait, ils font face régulièrement à des crises plus ou moins répétées, plus ou moins récentes, voire même pour certains d'entre eux, on peut dire qu'ils opèrent dans un climat de crise quasi permanent, puisqu'ils sont dans des zones de conflit armé ou des zones d'insécurité très grandes. Donc, ces derniers établissements ont pu compter sur des mécanismes qui sont déjà en place, une certaine expérience institutionnelle, voire même au niveau individuel, des mécanismes de résilience qui l'ont permis de s'adapter certainement plus facilement que d'autres institutions. Alors, je ne vais pas détailler ce que chaque institution a fait, ce serait beaucoup trop long. Je vais tout de suite essayer d'en tirer quelques leçons qui émergent et quelques perspectives. Tout d'abord, en termes de pilotage de l'université en temps de crise, eh bien, il est clair que pour ceux qui en avaient les plans de gestion de crise ou les plans de préparation de crise ou les analyses de risque qui ont été faits au préalable ont permis, dans une certaine mesure, d'anticiper les conditions de la crise. Mais ça a parfois été assez limité. Et ce que ça a surtout permis de faire, en fait, c'est d'identifier les principaux acteurs qui sont mobilisés dans le cadre de la gestion de la crise. Et ça, c'était très important. Par contre, un grand nombre d'établissements n'ont pas de tel plan, n'avaient pas de tel plan au préalable.
Une autre leçon, c'est que, bien évidemment, les universités agissent dans des pays et les liens avec les autorités de ces pays, les ministères, les autorités de santé en particulier, sont cruciaux pour avoir de l'information aussi fiable et précise que possible. Et donc, la cultivation, le maintien de ce lien quasi quotidien est extrêmement important. Mais en même temps, les informations qu'avaient les pays n'avaient qu'une fiabilité relative dans la mesure où eux-mêmes étaient dans l'incertitude et prenaient des décisions au jour le jour, ce qui conduit à avoir une visibilité, même à court terme, très faible. Et en même temps, les universités pouvaient être également détentrices d'informations importantes elles-mêmes, que ce soit au titre de leur production de connaissances ou des activités qu'elles pouvaient mener et qui pouvaient intéresser les ministères. Donc, c'est d'informations qui circulaient vraiment à deux niveaux. Compte tenu de tout ça, il est clair que les mécanismes de décision de l'université ont dû s'adapter à cette faible visibilité, d'où une nécessaire agilité et la mise en place de mécanismes de prise de décision et de mise en œuvre de ces décisions aussi rapide que possible, à travers en particulier des cellules de crise, mais à travers des mécanismes qui sont, pour beaucoup d'établissements, restés évolutifs tout au long de la crise et d'adaptation à ces différentes phases. La gestion de la crise requiert également une plus grande implication des équipes de gouvernance dans l'opérationnel, mais doit également reposer sur un principe de subsidiarité, donc il y a un équilibre à trouver. Enfin, il est clair que l'impact de la crise sur le pilotage des établissements sera durable, notamment par les outils qui ont été mobilisés, les outils numériques notamment, dont l'usage va être certainement durable, mais également la mise en place de mécanismes de gestion nouveaux, souvent allégés à travers le numérique ou le télétravail, et qui se révèlent tout aussi efficaces que les anciens, parfois plus même. Ça montrait la nécessité d'actualiser les plans de prévention et de gestion des risques pour la prochaine crise, et on voit aussi qu'il y a des valeurs qui se constituent au sein des nouvelles valeurs qui se constituent au sein de la communauté universitaire au cours de la crise. Je vais passer rapidement sur le pilotage des activités de formation et de recherche et de services à la communauté, parce que vous allez en parler vous-même, et passer directement à la notion de cohésion de la communauté universitaire, parce que c'est un des enjeux de la gouvernance. Et il est clair que pour cela, une communication précise, rapide et transparente est essentielle. Et il a été noté par l'ensemble des dirigeants qu'il est important d'être bienveillant envers cette communauté, les collaborateurs et les étudiants, et de prendre en compte leur situation personnelle, et ça vaut en particulier pour les étudiants internationaux et les étudiants qui se retrouvent sans ressources. La crise impose du stress à l'ensemble de la communauté, et donc ça impose de mettre en place des actions pour identifier les facteurs de risque de santé mentale, et détecter les changements émotionnels et de mettre en place un écosystème d'outils qui permettent d'appuyer le bien-être de la communauté. Enfin, il est clair que la crise est un accélérateur vis-à-vis de certains processus déjà en cours, notamment la transformation numérique, et qu'il est important de prendre en compte les inégalités des différents acteurs devant ces transformations, en particulier la transformation numérique, et on pense à la fracture numérique, qui est technique, économique, mais aussi parfois politique. Et là, toujours dans le cadre de l'internationalisation, plusieurs dirigeants ont parlé de la difficulté, ou en tout cas de la nécessaire adaptation des outils lorsqu'on travaille avec certains pays qui peuvent bloquer l'accès à telle ou telle plateforme. Et aussi une nécessité d'accompagnement et de monter en compétences dans ce cadre. En ce qui concerne l'internationalisation, tout le monde a noté qu'évidemment était très impacté par l'arrêt des mobilités d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, quelle que soit leur finalité, mais que des solutions partielles ont pu être trouvées à travers des alternatives virtuelles. Enfin, ils notent également que finalement, elles se retrouvent peu impactées sur d'autres facettes, car la coopération internationale entre universités utilise déjà largement le numérique pour gérer ces universités. Et donc, il y a une nécessité de maintenir, voire d'intensifier le dialogue virtuel, le partage d'expériences, de bonnes pratiques avec les partenaires internationaux. Et d'une manière générale, la nécessité de construire ensemble de nouvelles solutions virtuelles pour continuer à avancer et rendre, d'une certaine manière, l'internationalisation plus résiliente. Enfin, il a été noté que la virtualisation de l'internationalisation permet également de toucher un public plus large, donc finalement de rendre l'internationalisation plus inclusive. Je voudrais terminer peut-être, si j'ai encore quelques minutes, par quelques questionnements qui émergent et qui seront au cœur du travail que nous allons mener.
Finalement, on voit que la sortie de la phase urgente de la crise se fait dans une situation incertaine, tant sur son degré d'incertitude que sur sa durée. Et finalement, même si on arrive à gérer le court terme à travers des plans de reprise d'activité qu'un grand nombre d'universités sont en train d'élaborer ou de mettre en œuvre, finalement, quel impact ça va avoir sur le pilotage dans la durée? Est-ce que cela nécessite une revue de la stratégie des établissements au regard du nouveau monde incertain qui s'annonce? Et est-ce qu'il faut renforcer la place de la notion de résilience dans la planification et le pilotage stratégique des universités et des processus clés qui y font fonctionner, y compris l'internationalisation? Autre question, quel impact a eu la crise actuelle ou a la crise actuelle actuellement sur la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance? Je l'ai déjà mentionné, la crise joue le rôle d'accélérateur pour certaines activités qui sont très transformatrices. Et cette transformation, à l'aune de la crise, est parfois plus subie que choisie. Est-ce que cela a des conséquences, par exemple, en termes d'inclusivité de l'ensemble des parties prenantes? Et est-ce que cela a des conséquences en termes de qualité de ces activités, de ces processus? Et s'il y a des effets potentiels néfastes, quels sont-ils? Et comment est-ce qu'on peut les atténuer sur le long terme? Enfin, quel rôle peuvent jouer les dispositifs d'assurance qualité interne et externe dans la continuité des activités en crise et en sortie de crise, en sortie de la phase d'urgence de la crise en tout cas, et dans le renforcement de la résilience des établissements? Voilà, donc c'est quelques questions que nous allons aborder. Nous allons l'aborder également, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à maintenant également, en particulier le rôle, le pilotage des activités de formation en mode hybride, qui a priori se passe d'autant mieux qu'il peut s'appuyer sur des lignes directrices claires de la direction générale et également sur des dispositifs d'appui techniques et pédagogiques, notamment en termes de scénarisation, de modalités pédagogiques. Et on se pose un certain nombre de questions sur les expériences des uns et des autres à ce niveau-là. Voilà pour ma présentation. Je suis disponible pour d'éventuelles questions et je serai heureux de participer également à la discussion. Merci à tous pour votre attention. Jean-Philippe, vous avez une question en ligne de quelqu'un qui demande que vous avez fait allusion au blocage de certaines plateformes numériques dans certains pays et il demande si vous avez plus d'informations. Donc, je vous invite peut-être à lui répondre dans le chat sur cette question, si ça peut intéresser d'autres personnes. Et on parle aussi de blocage d'accès Internet. Je pense qu'on va pouvoir en reparler. C'est un peu la fracture numérique aussi et les blocages. Donc, on va en reparler. Mais donc, je vous invite et j'invite les participants à poser leurs questions sur le chat. On va faire comme ça. On va répondre en ligne pour certains et on va prendre. Alors, merci pour cette mise de terre qui est très large et qui nous amène déjà de bonnes questions. Et on va profiter de nos intervenants suivants pour pousser un peu plus loin ces questions. Donc, on aborde cette partie, on va se demander qu'est-ce qui a changé, mais quelle nouvelle voie s'ouvre-nous par rapport à ces défis-là? Et on s'est donné une marge de manœuvre en se disant qu'on va commencer par l'académique. On va passer 15 minutes sur chaque thème. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de la formation? Et j'invite Lynn Dubé à ouvrir le bal. Vous avez la formule choisie qu'on a 5 minutes chacun et autant Lynn Dubé, Sylvain Benoît, Cadel vont se prononcer sur tous les thèmes, mais dans un ordre différent. Donc, Lynn commence sur l'académique, sur qu'est-ce qui a changé et comment on peut innover dans le contexte actuel, quelle opportunité ça ouvre. Merci, Nicole. Comme le soulignait M. Thouard, nous sommes encore en gestion de crise. Nous débutons à peine le déconfinement et ça ne se passe pas très bien partout. On regarde autour, en Floride d'ailleurs. Alors, d'un point de vue international, les frontières terrestres sont encore fermées. Selon certaines littératures, faut prévoir 2 à 3 ans de perturbations, en tout cas en matière de mobilité académique. Ceci dit, comme l'a soulevé justement M. Thouard, en très peu de temps, nous avons fait vraiment des pas de géant. Il y a eu une accélération en matière de cours hybrides, de cours virtuels, synchrones, asynchrones.
je dirais l'apprentissage virtuel a démontré sa valeur ajoutée, peut-être certaines de ses limites avec le temps, mais certainement sa valeur ajoutée. Et je dirais qu'un des points peut-être majeurs vécus par plusieurs personnes, c'est que ça a fait basculer plusieurs de nos mythes, notamment en ce qui a trait peut-être au télétravail. Donc, je pense que ça va, les attitudes ont évolué. Et au niveau international, avec ces changements, on se dirige vers des collaborations académiques virtuelles. C'est-à-dire, on regarde par exemple juste cette semaine des acteurs importants tels DAAD, l'agence académique allemande d'échange, s'est déjà mis en proposant des projets de mobilité virtuelle. À Polytechnique, il y a déjà 2 semaines, des professeurs nous ont approchés pour mettre en place des collaborations académiques de style mobilité virtuelle, c'est-à-dire, on avait déjà la recherche, mais là, des cours conjoints, des formes de team teaching, des projets conjoints. Alors, dépendant je dirais des domaines, on n'est pas encore à des programmes conjoints, peut-être qu'il y en a qui le sont, mais selon les disciplines, cela pourrait venir. Alors, ce qu'on voit là, qui se dégage, c'est des ouvertures à certaines approches qui étaient, je dirais, moins comprises ou moins positivement vues et qui vont nous ouvrir des portes. Ceci dit, le virtuel a ses limites. On commence à l'expérimenter. Je pense aussi que les étudiants vont avoir besoin de contact et d'échanges. Alors, il va falloir, je pense qu'avec le temps, ça va revenir, mais actuellement, on va pouvoir implanter des aspects virtuels pour lesquels on était peut-être un peu froid à l'idée. Alors, c'est mes premières constatations du point de vue académique. Alors, Adèle, tu veux prendre la suite? Oui, merci Nicole. Bonjour tout le monde. Merci Lynn et Jean-Philippe, effectivement, de mettre, je dirais, la table pour cette discussion. Effectivement, on s'est arrangé vite, on a trouvé des solutions. Et je pense que tous les étudiants, les professeurs ils ont démontré, je pense, leur créativité et leur flexibilité. Cependant, moi, je voudrais faire un petit peu l'avocat du diable et dire qu'il y a des limites à tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons le devoir peut-être de nous complaire, de ne pas nous complaire dans ce qu'on fait et de rester alerte. Effectivement, à l'Université d'Ottawa, on a fait effectivement ce mouvement-là et on est en train de travailler en mode virtuel et on prépare même la mobilité virtuelle, les cours en mode co-teaching, donc apprentissage ou enseignement conjoint, ainsi de suite. On a le devoir, je pense, de penser encore à la mobilité réelle, mais aussi de penser à la collaboration internationale en personne. Je pense que plusieurs parmi nous, même, on commence à être fatigués d'être devant l'ordinateur et on commence même à développer des maladies dues à l'ergonomie. Et je pense que nous sommes tous en train de vivre la même chose. On va voir les limites et je pense que ce serait bien d'examiner aussi, dans le fond, les changements qui vont s'introduire, mais ne pas assumer que nous avons déjà trouvé un modèle. Je répète ma phrase. Ne pas assumer que nous avons déjà trouvé un nouveau modèle ou une nouvelle façon de faire. Je le dis parce qu'on nous répète souvent le nouveau normal, la nouvelle normalité, the new normal. Il n'y a pas de nouveau normal encore. Nous sommes encore en mode recherche de nouvelles façons de faire. Et j'ai confiance qu'avec nos chercheurs, avec nos universités, avec nos organisations, on va trouver d'autres alternatives. On va un jour trouver une solution, puis on va continuer à travailler avec des collègues en personne partout dans le monde. Ce n'est pas à cause du voyage que je le dis, mais c'est parce qu'on n'est pas fait pour travailler comme ça tout le temps devant des ordinateurs. Donc, et nos étudiants vont nous le rappeler très bientôt, je pense. Voilà pour cette intervention.
sachant que nous avons déjà effectivement que nous faisons beaucoup de choses virtuelles, et je pense qu'il y a encore beaucoup plus à faire en termes de partage. Nous vivons un moment de partage. Il faut partager plus. J'y reviendrai un peu plus tard. Sylvain. Oui, merci. Merci beaucoup aux collègues. Et si Adèle dit qu'on commence à être un peu fatigué d'être en ligne, mes mots seraient plus forts, Adèle. Merci de ton propos. Alors, évidemment, on est au début d'un cycle dont on ne connaît pas la durée. Alors, tout à l'heure, on mentionnait, on est en gestion de crise, on est encore en situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux étudiants internationaux, par rapport à nos étudiants, au programme que nous allons mettre en œuvre dès l'automne? Tout le monde a un scénario de pourcentage en ligne, de pourcentage en présentiel, et on est toujours tenu, évidemment, aux politiques et aux consignes de santé publique, bien sûr, qui va changer un peu nos modèles au fur et à mesure. Alors moi, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec la COVID-19. Malheureusement, on souhaiterait tous que ce soit très court, mais au départ, on avait une perspective court terme avec un départ de nos campus pour 2 semaines et ça fait 3 mois et demi, donc on est en dehors de nos campus. Alors, c'est sûr qu'on va devoir apprendre à vivre avec cette situation de la COVID-19 et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on est loin d'avoir trouvé déjà les modèles qui sont les plus performants. Au contraire, on est en exploration, à peu près tout le monde, sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Alors oui, les cours en ligne, mais avec différentes formules. Chaque université a un peu ses modèles, diffuser un grand nombre de cours en ligne, moins de cours en ligne, plus développés technologiquement, peu importe. Mais ça nous oblige à revoir un petit peu aussi nos stratégies, parce que là, on a une pression très, très forte sur qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir de qualité, parce que la qualité est fondamentale, c'est la réputation de nos institutions qui sont en jeu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir de qualité aux étudiants nationaux et internationaux? En fait, les internationaux attendent de revenir. Vous le savez comme moi. Je lisais un article la semaine dernière dans le Courrier international. On a déjà des articles sur partir faire ses études à l'étranger après la pandémie. Alors, et les pays se positionnent. Vous avez, la Nouvelle-Zélande est très bien positionnée parce qu'ils ont eu une gestion de crise extraordinaire en matière de très peu de cas et très peu de décès. Vous avez évidemment l'Allemagne aussi qui est bien positionnée et de façon, j'ai été un peu surpris, les Royaumes-Unis se sont très bien positionnés parce qu'ils ont pris des décisions politiques à très court terme et les décisions sont assez simples. Ils offrent des tests à tous les étudiants internationaux qui rentrent sur le territoire, tests de COVID, alors gratuitement. Et deuxièmement, ils offrent un permis de travail de 2 ans post-diplôme qui va permettre d'aider à recruter ces étudiants internationaux-là. Donc, on a ces enjeux et les États réagissent et on a besoin d'avoir nos gouvernements qui réagissent adéquatement, ainsi évidemment que nos institutions. Alors, vous avez tous entendu parler des COIL, Collaborative Online International Learning. Donc, c'est clair qu'on va devoir trouver des solutions, être créatifs. Mais la soif pour la mobilité est toujours là et elle sera d'autant plus grande, je pense, après. Vous avez tous ou toutes dans vos universités eu des reports de sessions pour la mobilité, des étudiants qui disent « Je n'irai pas à l'automne, mais je veux venir en janvier ». Donc, ça aura évidemment un impact. Et je crois que ça va créer un intérêt, une volonté d'accroître cette mobilité, donc qu'on va trouver encore plus importante suite à la pandémie. Toutefois, il faut être conscient d'une chose, c'est que cette pandémie-là a aussi, à l'interne de nos institutions, nous amène à un certain repli. Évidemment, les voix qui généralement se font entendre sur la question devrions-nous ou non internationaliser nos campus sont plus fortes actuellement parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, qu'il n'y a pas nécessairement plus de valeur ajoutée, alors qu'on croit bien sûr que c'est tout le contraire. Alors, il faut aussi intervenir à l'interne de nos institutions pour voir comment on peut pallier ce discours et amener évidemment des preuves que ce repli n'est un repli que temporairement et qu'on souhaite vivement que tout ça reprenne. On a développé des modèles, un peu comme vous tous, à l'UQTR, de partenariat en ligne. On a conservé des écoles d'été qu'on avait évidemment mis sur la glace à distance avec les partenaires européens, mais aussi avec les partenaires africains. Il faut qu'on ait une vision de collaboration nord-nord, mais aussi une vision de collaboration nord-sud, sud-nord, nord-nord-sud et compagnie. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et un des enjeux majeurs pour les pays du Sud, c'est la fracture numérique et la faible accessibilité
bien sûr, à la formation en ligne parce qu'individuellement, les gens ne sont pas équipés ou outillés pour pouvoir suivre des cours en ligne, alors qu'ici, on a un pourcentage beaucoup plus grand. Donc, nos stratégies aussi internationales vont devoir prendre compte de ces enjeux, de cette réalité qui est la réalité, évidemment, de la fracture numérique, mais de faire des partenariats avec d'autres universités du Nord et amener des collègues et des partenaires du Sud pour le mouvement des étudiants, la mobilité, qu'elle soit virtuelle ou physique éventuellement. Mais ces enjeux-là vont nous obliger à offrir une multitude d'approches de mobilité et d'échange et les varier le plus possible pour s'ouvrir au plus grand nombre possible. Voilà pour moi. Merci, Sylvain. Alors moi, pour ce premier bloc sur la formation académique, je pense qu'il ressort clairement que nous sommes en phase d'innovation et de recherche de modèles qui vont fluctuer. Nos modèles n'ont jamais été uniformes et figés par ailleurs, ils étaient évolutifs. On sent bien que le virtuel a une limite et pour les gens de l'international, on le ressent personnellement, mais nos étudiants le ressentent. Jean-Philippe avait fait ressortir aussi l'enthousiasme du corps professoral, je dirais, des étudiants du corps professoral qui sent bien les limites et qui aussi ne trouvent pas que l'ordinateur, c'est si formidable 24 heures par jour. Et donc, on sent qu'on va vers un modèle d'hybridation où on va rajouter au coffre à outils les collaborations en ligne, mais on ne voudrait pas rester seulement à ça à l'international, de ce que j'entends de mes collègues. Et on va plus autant, Céline qui a souligné le télétravail, c'est bien, mais télétravail 100%, moins bon. Mais on sent qu'on s'en va vers un modèle où le virtuel va être plus présent en formation dans nos collaborations internationales, mais qu'on ne remplacera pas la e-mobilité. La mobilité virtuelle va prendre une place plus grande, mais qu'elle ne va pas remplacer la mobilité, l'expérience culturelle d'aller sur place. Par contre, ça ouvre une possibilité pour ce qu'on appelle l'internationalisation chez soi, l'internationalisation at home, où ceux qui ne bougeaient pas pourront aller. J'entends, cela dit, le deuxième bloc qui porte l'impact un peu, et c'est toujours l'enjeu et qu'est-ce que ça ouvre comme nouvelle voie au niveau de la recherche. Et cette fois, j'invite Adèle à partir des réflexions. Merci, Nicole. La question de voir l'impact sur la recherche ou sur l'internationalisation de la recherche, pour moi, est fondamentale et je suis très content qu'on en parle ici parce que malheureusement, on oublie souvent dans notre milieu d'éducation internationale, on oublie souvent de parler de l'internationalisation de la recherche. Y a-t-il eu un impact sur l'internationalisation de la recherche? Qu'est-ce qui a changé? Disons d'abord, il faut se demander pourquoi nous on parle de ça. Hein? Après tout, on est au Bureau canadien pour l'éducation internationale. Mais nous sommes des universités. Et comme université, nous faisons plus que juste l'enseignement ou l'apprentissage. Je pense que c'est important de rappeler le cadre dans lequel on travaille. La question de savoir, est-ce qu'il y a eu un impact? Oui, il y a un impact. Et je prétends, j'ose dire que l'impact était positif à plus long terme. Parce qu'on a remis en question, dans ce contexte-là, on a remis en question un peu la mondialisation, la globalisation. On a beaucoup plus remis en question la globalisation du commerce, je dirais. Tout ce qui est outsourcing, tout ce qui est donner aux autres le soin de faire nos masques ou de préparer nos médicaments. Et je pense que nous avons péché, nous, en mettant l'éducation, l'enseignement supérieur dans la case du commerce international. Je ne suis pas trop idéaliste, mais c'est important de distinguer entre l'enseignement supérieur, la mission de l'université et la mission qui est commerçante. On a peut-être beaucoup trop commercé l'enseignement supérieur. Donc, cet aspect mercantilisation de l'enseignement supérieur nous a touché un peu, mais je pense que la recherche s'en sort quand même pas mal bien. La recherche est importante pour nous et son internationalisation, parfois on dit ça va de soi. Les chercheurs travaillent tout seuls, ils se connaissent, hein, c'est des amis qui travaillent ensemble. On est rendu à un moment dans l'histoire humaine où on ne peut plus se contenter de travail individuel seulement. Il faut que les institutions bâtissent leur stratégie de recherche internationale et de collaboration en recherche internationale parce que ce sont des enjeux qui touchent l'humanité. Je n'exagère pas beaucoup avec mes mots.
Et pourquoi ça nous touche à nous? Parce que notre mandat, comme je le disais, dans l'enseignement supérieur, c'est, rappelons-le, l'aspect académique, donc tout ce qui est éducation, enseignement, apprentissage. L'aspect recherche, c'est le deuxième point, donc développer de la recherche, développer les nouvelles connaissances, distribuer ces nouvelles connaissances. L'aspect engagement communautaire, ou service à la communauté, où notre rôle est le rôle des sciences dans la société. Et bien sûr, on a toute la question de l'administration ou gestion et la question de la gouvernance. Je dirais que dans ce contexte, le volet recherche et service à la communauté s'en sort pas mal bien. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé que dans le fond, pour résoudre un problème comme celui dans lequel on est pris aujourd'hui, qui est un problème planétaire de santé publique, on a besoin de la recherche, on a besoin de chercheurs, on a besoin de scientifiques, on a besoin de baser les politiques publiques sur des sciences, parfois qui sont approximatives, parce qu'elles sont en cours de développement, mais on a besoin de ce travail-là. Donc, c'est plus que jamais la recherche internationale, elle est visible et elle est nécessaire dans ce cadre-ci. Donc, on a été sollicité pendant la crise, comme pendant, je dirais, toute crise majeure qui touche les enjeux globaux de la société. On a fait la recherche, on peut penser que c'est de la recherche pointue en sciences médicales, par exemple. Oui, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui en virologie, en développement des vaccins, en développement des médicaments, mais ce n'est pas seulement ça. On a de la recherche aujourd'hui sur la COVID, sur les crises mondiales dans tous les domaines. En technologie de l'information, l'intelligence artificielle n'a jamais été aussi sollicitée que maintenant. Hein? On nous dit qu'on va être suivi par l'intelligence artificielle même pour savoir avec qui on mange, avec qui on parle, mais aussi tout ce qui est santé mentale, l'éducation, la recherche sur l'éducation. On vient de parler de recherche de nouveaux modèles. L'économie, les impacts budgétaires, les impacts financiers, la production alimentaire, la crise alimentaire, la sûreté alimentaire, même sur les voyages, les statistiques, ma foi, maintenant on est habitué à savoir une courbe qui monte et qui descend. C'est devenu dans notre vocabulaire quotidien, hein, les statistiques, mais aussi sur la philosophie. La philosophie de relation, par exemple, des citoyens avec les autorités publiques. Hein? Le droit. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux? Est-ce que le gouvernement a le droit de m'obliger à avoir une application ou plus tard à avoir un vaccin? Même toutes les relations entre la démocratie et la santé publique. Donc, tous ces enjeux-là, je dirais, la recherche, elle s'en sort bien, mais il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition aujourd'hui sur certains enjeux, surtout qui développe le vaccin le premier, qui va le vendre le plus, qui va le donner le plus. Et c'est là que nous avons, je pense, comme pays et comme établissement d'enseignement supérieur canadien, un rôle de responsabilité, de partager, rôle de responsabilité d'ouvrir nos laboratoires, aussi bien à l'enseignement, mais aussi à la recherche, de partager des résultats, je ne dis pas de donner des résultats, de partager des résultats, d'avoir des bons partenaires, des réseaux de partenaires avec qui partager et de nous positionner dans le fond comme producteurs de connaissances internationales, de calibre international, qui peut servir l'humanité. Donc, nous, comme établissement d'enseignement supérieur avec nos recherches, si on pense l'internationalisation de l'enseignement supérieur et pas seulement de l'éducation, l'internationalisation de l'enseignement supérieur, la recherche devient fondamentale dans notre travail d'internationalisation et je suggère qu'on devrait l'avoir de façon beaucoup plus collaborative, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus humaniste parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui est vraiment un problème qui touche tout le monde. Et l'impact va être non seulement sur la recherche, il va être aussi sur les étudiants, parce qu'on va avoir plus d'étudiants de doctorat, plus d'étudiants de master, on va avoir plus d'institutions de renommée internationale qui vont attirer plus d'étudiants. Donc, voilà, je dirais, je suis optimiste pour la recherche, je vois des bons résultats, mais ça va nous prendre beaucoup de coordination et de compétition, je dirais, sportive et constructive. Merci. Merci Adèle. Donc, en second, j'invite Sylvain à réagir sur ce thème de la recherche. Oui, en fait, s'il y a une chose que la pandémie a mise en lumière, cette crise a mis en lumière, l'importance et la pertinence de la collaboration en recherche au niveau international, ça, c'est très, très clair. En fait, la recherche de vaccins ou de médicaments pour une intervention à plus court terme, c'est une recherche internationale où on incite les pays
et les institutions de laboratoires de recherche à collaborer ensemble. Oui, il y a une compétition, oui, il y a une course, mais elle est saine. C'est-à-dire, il y a de l'information qui est échangée et ensemble, on réussira à trouver des solutions. Alors, c'est le côté peut-être le plus positif en enseignement supérieur, à mon avis, c'est justement de démontrer que la recherche doit être internationale, qu'elle doit être collaborative et multidisciplinaire, parce qu'on touche évidemment plusieurs aspects. La pandémie a exposé les forces et les faiblesses des systèmes, que ce soit chez nous, au Québec, au Canada, mais aussi un peu partout dans le monde. Et ça amène un regard vraiment différent sur les enjeux de certains secteurs de la recherche, mais aussi des priorités à donner en recherche. On était tous en phase sur le travail en matière d'environnement, d'énergie renouvelable, etc., mais ça vient d'accroître la pertinence de ces secteurs-là, puisque c'est une façon de juguler l'impact, évidemment, environnemental que de travailler sur ces secteurs-là. Évidemment, un secteur clé des prochaines années et sur lequel on commence, c'est l'enseignement à l'ère du numérique. On va faire des apprentissages à une courbe extraordinaire, je pense, plusieurs d'entre nous, et les études qui seront faites dans les prochains mois, les prochaines années, seront très utiles pour améliorer notre performance en matière d'enseignement. Parce que enseigner, oui, mais des programmes de qualité avec une approche qui est diversifiée, qui est variée pour les clientèles, avec évidemment une disponibilité à des heures et des agendas qui sont différents. Donc, pour moi, au niveau de la recherche, c'est fondamental. On le dit, on le sait. C'est maintenant 49% des articles scientifiques publiés dans les revues à facteurs d'impact au Canada qui sont des copublications internationales. La moyenne internationale est alentour de 25%, mais on est déjà au Canada très ancré sur ce volet de collaboration internationale en matière de recherche et on va faire un pas supplémentaire, à mon avis, dans les prochaines années. Mais il faut demeurer très vigilant aussi parce qu'on est souvent tout près de la collaboration à la compétition parce qu'on recherche tous l'accès aux fonds, ça joue sur nos réputations. On est à la fois collaborateur, mais aussi compétiteur. Alors, il y a un terme anglais là, qui s'appelle la co-opetition qu'on utilise à l'occasion, c'est-à-dire qu'il faut savoir coopérer quand c'est le temps et être en compétition quand c'est le temps, parce que la compétition a aussi de saines valeurs, c'est-à-dire ça permet aux gens de tirer le meilleur d'eux-mêmes, mais j'abonde dans le sens de la collaboration. Pour moi, c'est fondamental qu'on doit s'aider à monter en capacité. Et on reviendra tout à l'heure sur le point des collaborations avec le Sud. Vous savez comme moi qu'en Afrique subsaharienne, c'est 1% des articles scientifiques dans les revues à facteurs d'impact qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut les monter en capacité. Ils ont la capacité de le faire. Ils n'ont peut-être pas toujours les moyens, ils n'ont peut-être pas toujours le support qu'ils ont besoin, mais on a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et auprès d'eux, souvent, il faut avoir une approche qui nous permet d'intervenir en matière de recherche appliquée. Ça prend des recherches qui amènent des résultats à court terme. Et c'est un petit peu ce que la COVID aussi nous oblige à faire en matière de santé. On a besoin de résultats et de données court terme pour prendre des décisions. La santé publique, autant que nos gouvernements, prennent des décisions sur les données quotidiennes. Alors, est-ce que cette capacité est la même dans tous les pays? On sait qu'il y a certains chefs d'État qui mettent de côté la science pour aller sur d'autres volontés électoralistes, je dirais, mais on ne peut pas faire fi de la science dans une situation de crise et même après. Et je pense qu'on a là, cette situation actuelle, expose une nécessité fondamentale d'accroître, donc d'amener nos gouvernements à investir encore plus dans les collaborations internationales en recherche, de créer des clusters, des groupes de travail. Il y en a déjà, je le sais, là, tous les organismes subventionnaires actuellement ont des programmes internationaux. Il faudra accroître ces fonds, évidemment avec des conditions, mais pour s'assurer que les collaborations soient, je dirais, riches et performantes, parce que c'est fondamental non seulement pour la crise, mais post-crise sur les secteurs clés. Et on aura bien sûr environnement, énergie, mais au niveau de l'éducation, vous savez, pendant presque 2000 ans, on n'avait pas changé de système d'éducation. Un tableau et une craie, on enseignait. Bon, maintenant, on a des outils, on a toutes sortes de trucs qui nous permettent d'améliorer notre performance et d'intéresser les étudiants dans leur apprentissage avec différents modes. Et c'est un peu notre devoir aussi. La recherche en éducation et en éducation en ligne va être très, très importante dans les prochains mois. Voilà pour moi. Merci Sylvain. Donc, vous avez conclu la logique. Maintenant, ça va être le tour de Lynn
de réfléchir avec nous sur ce thème de la recherche. Ils ont dit recherche appliquée. J'ai l'impression qu'à Polytechnique Montréal, ça veut dire quelque chose. Merci, Nicole. Bien, moi, je suis d'accord avec les intervenants, là, Adèle et Sylvain. Premièrement, souvent, on oublie que l'internationalisation, c'est beaucoup plus large que la mobilité de premier cycle et c'est souvent trop séparé de la recherche. Alors, on aura à mettre ça de l'avant. Comme Sylvain soulignait, il y a certains pays qui semblent vouloir se refermer sur eux-mêmes en ce temps de pandémie. Alors, il est important de considérer de nouvelles approches pour maintenir ou développer des relations internationales, spécialement pour relever des enjeux globaux, comme il a été mentionné. Moi, j'aimerais reprendre la définition ou de l'approche de Jane Knight, qui est diplomatie du savoir ou knowledge diplomacy, qui est plus où on met l'emphase sur la collaboration, la réciprocité, les intérêts mutuels, des bénéfices différents selon les acteurs, mais on y trouve chacun son compte. C'est un peu une approche gagnant-gagnant. Alors, comme le soulevait Sylvain, c'est vraiment l'approche à prendre lorsqu'on veut résoudre des enjeux sociétaux auxquels on fait tous face actuellement, là, comme en ce temps de pandémie. Alors, l'internationalisation d'enseignement supérieur, si on y mêle la recherche, l'innovation, c'est vraiment une voie pour renforcer là, les relations entre institutions. Alors, comme je disais, c'est vraiment viser davantage une question là, peut-être d'approche ou de valeur pas sur moi en premier, mais vraiment sur une mutualité, des compromis. Et Jane Knight mentionnait entre autres là, des fonds comme par exemple Australie, Inde, où on a créé un fonds de recherche stratégique et où les deux pays ont identifié des secteurs d'importance tels l'agriculture, sécurité alimentaire, sciences marines, pour travailler ensemble sur des enjeux communs, mais où chacun aura peut-être des intérêts différents. Alors, mais une des limites qu'on soulève, c'est jusqu'à quel point les chercheurs peuvent se placer au-dessus des politiques de leur pays qui souvent les financent, que Sylvain soulevait tout à l'heure. Donc, mais il faut voir qu'il y a quand même de belles opportunités pour le Canada et d'autres pays, selon si on prend juste, par exemple, pour nous, le Brexit. Alors, ce qui était peut-être ce qui peut être très différent pour l'Europe peut s'avérer excellent pour le Canada. Il y a déjà des liens qui existent, des capacités de recherche qui sont très similaires. Alors, moi, ce que je verrais, c'est une approche qui est peut-être déjà là, mais qui pour vraiment avoir une collaboration digne de ce nom, je pense que c'est vraiment plus là, une diplomatie du savoir et des grands enjeux communs qui vont nous permettre de faire, de se consolider des liens à l'international sur des points d'intérêt, des enjeux majeurs. J'arrêterai ici. Merci à tous. Je vais reprendre quelques idées avant de fermer le thème en disant il est clair que le spotlight a été mis sur la recherche avec la COVID et que ça a un peu ouvert j'ai bien aimé l'expression qu'on utilise, de compétition, disons on collabore puis on coopère des fois on est en concurrence, mais que ça a mis l'emphase et ça sur l'importance du rôle de l'université dans la société au niveau recherche. Et là, on a mis vraiment là, je dirais, la société s'est retournée vers les universités à plusieurs endroits. Et dans les pays du Sud, on a vu des démarches où c'est carrément l'université qui a pris en charge la partie santé publique des universités nationales, puisqu'il y avait peu de ressources nationales. Et donc, ça a mis. Oui, on met peu en évidence nos collaborations en recherche qui sont souvent, et là, on a une question en ligne, axée sur les chercheurs et les coopérations. Ce qu'a démontré la pandémie, on le voit, c'est qu'il y a des relations privilégiées qui existent entre les chercheurs, certains groupes. Il y avait déjà une formalisation et la question c'est comment les BI peuvent appliquer ça, les bureaux internationaux. Souvent, on a une limite
interne dans nos structures qu'on a à revoir. On a la recherche d'un côté et les BI, les bureaux internationaux à lesquels on donne un mandat et on dit ça, c'est pas vous. Et donc, on a une révision à faire en gouvernance universitaire sur le rôle qu'on peut jouer. Et souvent, l'initiative est donnée aux chercheurs où on va les appuyer sur des gros projets. On va dire, on peut vous aider. Et on voit quand même des choses émerger, là, les laboratoires internationaux associés, les unités mixtes internationales, les groupes de recherche internationaux plus formalisés, où là, on reconnaît plus. Et vous avez dit, les organismes subventionnaires ont commencé à avoir des secteurs qu'on n'avait pas il y a 10 ans, où on appuyait des recherches internationaux, où l'enfer était toujours d'essayer de faire des appariements de fonds dès qu'il y avait un projet international. Maintenant, là aussi, je reprends votre expression du début, le modèle, on ne l'a pas encore trouvé. Le bon modèle, on peut appuyer les chercheurs. Il y a par contre une constance, et il y a quelqu'un qui l'a dit, gagnant-gagnant, les équipes doivent être complémentaires. Si elles sont en concurrence, si elles font exactement la même affaire, ce n'est pas un bon match. Mais si elles ont des forces complémentaires et qu'ensemble elles font plus, là, on peut avoir des collaborations internationales très, très productives et où on s'aide mutuellement. Donc, c'est comme en formation. D'ailleurs, on ne recherche pas la même chose, on recherche des complémentarités. Et l'autre élément, j'allais dire, qu'a révélé la crise, et c'était moins dit clairement, la relation de confiance préétablie qui existait, d'intégrité et les gens qui se connaissaient, autrement dit, ont pu, avec la crise, se mettre à travailler ensemble en recherche plus facilement puisqu'ils collaboraient déjà. Et qui a mentionné nos co-publications, c'est des gens qui ont des relations de confiance fortes déjà avec les partenaires avec qui ils publient. Et ça favorise des collaborations. Mais il est très difficile d'établir à distance des relations de confiance qu'on n'a pas au préalable. Et c'est là que je fais ressortir, même en recherche, c'est pas vrai qu'on va envoyer nos données à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on va partager des résultats quand on ne sait pas, on n'a pas une relation de confiance. Et ça remet ce qu'on a dit avant en valeur. Il y a une partie humaine où on doit établir et je pense qu'un de nos rôles comme bureau international, comme instance d'internationalisation, c'est de mettre des chercheurs en contact avec d'autres institutions avec lesquelles on collabore, de manière à ce que la chimie, mais à ce que cette relation de confiance s'établisse et ensuite, on les laisse travailler, en guillemets. Et ça, c'est un peu la question de Valérie Caron là, tout à l'heure. Comment on peut les aider? Je pense qu'il faut favoriser les mises en contact, soutenir les mises en contact, pousser, comme ça a été dit, pour que les collaborations internationales en recherche soient mieux soutenues, mieux reconnues et mieux soutenues. Mais on n'évitera pas le fait que c'est difficile d'établir une longue relation de confiance quand on ne s'est jamais vu en personne et qu'on n'a jamais eu la chance de se connaître un peu plus humainement. Donc, je me permets le wrap-up et les commentaires. On arrive au troisième thème qui était les relations collaboration. Je l'ai ouvert avec ça. Nord-Nord, Nord-Sud. Et là, j'invite Sylvain à ouvrir. Oui, bon, vous savez que c'est un thème que j'affectionne particulièrement, ces collaborations. Bon, évidemment, parce qu'on veut l'excellence, parce qu'on veut rayonner, parce qu'on veut attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs chercheurs, on a tendance à s'associer aux meilleurs. Donc, on va chercher à travailler de façon spontanée nord-nord avec des institutions qui sont de pointe dans les secteurs d'expertise que nous avons. Et ça, c'est tout à fait naturel. Et c'est même souhaitable parce qu'on veut que nos meilleurs chercheurs aussi se développent et rayonnent au niveau international. Mais je pense qu'on a une responsabilité importante. Et là, c'est la partie de contribuer. Comment collectivement, on peut aussi contribuer aux collaborations internationales avec les pays en émergence et avec les pays du Sud. Parce que si la collaboration Nord-Nord est facile et fluide, la collaboration Nord-Sud ne l'est pas. Elle est complexe, elle est difficile, elle amène d'autres enjeux, notamment en matière de capacité et de ressources. On parlait tout à l'heure de fracture numérique, mais aussi fracture scientifique au niveau des équipements de recherche, au niveau même des tâches des professeurs, vous le savez, dans plusieurs pays, qui est essentiellement consacré à l'enseignement avec très peu de temps pour la recherche. Donc, on a un rôle qui est important à jouer et il va falloir qu'on se questionne là-dessus parce que bien des gens vont dire non, concentrons-nous sur le Nord-Nord, comme ça on va être sûr de performer. Mais si on ne travaille pas à monter en capacité nos partenaires du Sud, évidemment, c'est d'autres types de problèmes majeurs auxquels nous devons faire face. Parlons seulement de l'immigration des réfugiés.
La situation des réfugiés actuellement, elle est criante dans plusieurs pays et elle s'accroît avec la situation de pandémie. Tout à l'heure, on mentionnait des enjeux par rapport à l'agriculture et l'alimentation. Mais écoutez, cette situation-là va être encore plus criante dans quelques mois. Donc, on doit absolument faire quelque chose pour s'assurer de développer cette collaboration nord-sud. Et je disais tout à l'heure même nord-nord-sud ou sud-nord, que des partenaires du sud viennent nous voir. À l'UQTR, on a développé un partenariat avec des partenaires français et suisses, le réseau Relief, et on amène nos partenaires du Sud avec nous. Il y a 3 universités africaines qui ont collaboré avec nous depuis 3 ans déjà en matière d'énergie renouvelable, et on accroît cette collaboration. Et pour ce faire, il faut être créatif, mais il faut aussi se déployer différemment. Si on fait une école d'été qui est à la fois enseignement, mais sciences, recherche, parce qu'on a nos chercheurs, et qu'on la fait dans les pays du Nord, très peu de partenaires du Sud vont pouvoir venir pour toutes sortes de raisons financières, administratives, visas et compagnie. Vous connaissez très bien cet aspect. Alors, de notre côté, une année, on a décidé de délocaliser notre école d'été, de l'amener sur le territoire africain, où on a eu beaucoup plus, évidemment, de participation de chercheurs africains, mais aussi d'étudiants de cycle supérieur qui s'intéressent aux questions d'environnement, donc pour créer ce réseautage. Alors là, évidemment, ça devient un peu difficile actuellement de dire on va délocaliser notre école du côté des pays du Sud. Toutefois, on peut les rendre accessibles en ligne. Et on peut rendre nos programmes accessibles sous différents formats avec un certain nombre de partenaires. Évidemment, si on ouvre la formation en ligne à tous demain matin sans charger de frais, vous pouvez imaginer ce qui va arriver. Nos systèmes ne seront pas capables de les prendre et ça va déborder. Donc, il faudra faire des choix stratégiques, travailler avec un certain nombre de partenaires et peut-être travailler plus sur les cycles supérieurs, aller chercher donc des partenariats de cette nature-là qui vont aider nos universités et leurs universités à monter en capacité. Vous savez très bien que dans plusieurs pays, il y a des moyennes d'à peu près 20% des enseignants qui ont des doctorats. Alors, comment voulez-vous développer la recherche si les professeurs n'ont pas terminé leur doctorat, n'ont pas baigné dans cette recherche? Donc, on a un rôle à jouer aussi sur ce volet-là. Et un autre point que je voulais aborder, c'est, je disais tout à l'heure que la pandémie a exposé des forces et des faiblesses. Bien évidemment, il y a beaucoup de lacunes dans les systèmes qui ont été observés et les gens vont avoir une soif d'expertise. Donc, moi, j'anticipe à la sortie de la crise une demande d'expertise du Nord pour collaborer à développer les systèmes, les approches, les procédures qui ont fait défaut chez nos partenaires. Et vous pouvez imaginer si ici, on a été capable de, comme on dit, se virer sur un dissous pour enseigner en ligne, bien, ça n'a pas été le cas dans plusieurs pays parce qu'il n'y avait pas la capacité numérique de le faire pour les étudiants. Donc, on va devoir trouver des modèles innovants, mais de les inclure avec nous pour monter en capacité. Et oui, on recrute des étudiants étrangers. Oui, on va chercher les meilleurs étudiants, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, mais on doit rendre, on doit contribuer. Et je pense que si on contribue, si on est partenaire et qu'on amène nos gens à développer ces capacités en enseignement supérieur et en recherche, bien, même ces étudiants-là viendront, mais on fera des co-tutelles, on fera des collaborations en recherche. Il faut les amener même à co-publier, que ce soit sur de la recherche appliquée à court terme pour avoir des résultats et les aider à monter en capacité. Pour moi, c'est fondamental. Et ça va revenir toucher ce qu'on a mentionné tout à l'heure, la diplomatie du savoir. Et on reviendra sur le rôle du Canada dans le monde, le dernier point. Mais on a beaucoup à dire suite au vote sur le Conseil de sécurité des Nations unies. On a perdu l'aura que nous avions au niveau international. Et l'enseignement supérieur peut être un levier extraordinaire pour regagner cette confiance dont tu venais tout juste de parler, Nicole, qui est nécessaire aussi par les rencontres et le partage entre les différents partenaires. Voilà pour moi. Je vais mettre le micro, ça va mieux. Alors, merci Sylvain. Adèle, sur les collaborations. La collaboration, merci d'abord. Merci Sylvain. La collaboration internationale, effectivement, elle prend différentes formes. Et on parle de la collaboration que nous, on fait dans le monde comme université et on réalise qu'on touche facilement au rôle du pays puis le rôle du gouvernement parce que, dans le fond, c'est des réseaux. Hein. C'est des réseaux de collaboration. Moi, je dirais que la crise actuelle dans laquelle nous vivons renforce le rôle de l'université dans la communauté
et pousse les universités à, comment je peux dire ça, pousse les universités à penser leur rôle dans la communauté. Il faudrait que nous, comme institution, aujourd'hui, on prenne cette opportunité-là pour nous questionner sur notre rôle et sur les bénéfices qu'on veut gagner de cette crise-là. On parle beaucoup de transformation et de leçons apprises de transformation. Parfois, la transformation est un peu, je dirais, égoïste. On la pense comme nous. Qu'est-ce que nous, comme université, on va changer et comment on va devenir meilleur? Un petit peu comme la compétition tout à l'heure dans la recherche. Souvent, quand on parle de recherche, c'est pour améliorer le positionnement de l'université dans les classements ou dans le monde. Je veux bien, c'est très important. Je pense qu'il est temps maintenant, dans le fond, qu'on se demande qu'est-ce que nous allons changer dans le monde comme université. Que chaque université clarifie pas seulement sa mission en termes d'enseignement, de recherche, mais aussi son rôle dans la société et ce qu'elle veut changer dans le monde. Dans la communauté d'évaluation de la recherche et tout ça, on appelle ça la théorie de changement. Donc, quelle est la théorie de changement de nos institutions et pas seulement en termes de changement interne, mais changement dans le monde. Et c'est là qu'on peut effectivement nous demander comment on joue notre rôle dans la communauté. C'est quoi la communauté? Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la communauté comme étant seulement le voisinage immédiat de l'université. Vous savez très bien. On parlait de la communauté comme étant le quartier dans lequel nous sommes installés. Aujourd'hui, la communauté commence sur le campus. C'est le campus. Nos campus sont des villes entières, plus grandes que certaines villes canadiennes. Donc, ce que moi j'appelle la communauté locale, la communauté régionale, nationale et internationale par la suite, parce qu'il ne faut jamais hésiter, nous influençons le monde. La recherche qu'on fait touche le monde et bien sûr a des impacts parfois ailleurs dans le monde. On a plein de nos chercheurs, que ce soit à Ottawa ou ailleurs, qui ont des influences dans des pays entiers, qui travaillent avec les politiques publiques, les politiques de santé, les politiques d'éducation du monde. Donc, le rôle de l'université dans la collaboration, maintenant, doit aller de la communauté du campus, la communauté locale, jusqu'à la communauté internationale, un rôle de transformation où on a un rôle à jouer. Vous savez, il y a dans le monde le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y a des universités dans le monde qui ont pris ce cadre-là comme cadre de leur travail et qui ont dit, voilà, moi, mon université, je vais contribuer à tel et tel et tel objectif par le voie de l'enseignement, par le voie de la recherche, par le voie de mon implication dans la communauté ou dans les communautés. La deuxième chose que je dirais aujourd'hui, c'est que l'aide internationale ou le développement international change beaucoup. Aujourd'hui, on a des partenaires de partout dans le monde. Ce n'est plus dans la logique nord-nord, nord-sud, sud-sud ou n'importe quelle direction qu'on veut. Aujourd'hui, c'est des réseaux de collaboration. Vous voyez, c'est vraiment des réseaux de pays qui travaillent ensemble, des canaux, des nouvelles routes de je ne sais pas quel tissu que vous voulez, que ce soit de la soie ou du coton, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, un pays comme la Malaisie, ben, il aide d'autres pays. La Chine aide d'autres pays, alors que nous aidions la Chine il y a 10 ans ou 20 ans. Donc, c'est des réseaux, ce n'est plus des directions, c'est des réseaux de collaboration et nous pouvons profiter de l'expérience d'aujourd'hui en termes, je disais tout à l'heure de partage. Oui, il faut partager, même si avec nos compétiteurs, il y a des règles de partage. Partager des données, partager des recherches, des résultats de recherche, mais aussi partager des cours, partager des objets pédagogiques, d'enseignement. C'est comme ça qu'on peut aider les gens. Ce n'est pas en leur donnant à manger dans leur bouche, mais c'est en montrant un exemple que tout le monde connaît. Donc, je dirais, en plus de diffuser des résultats, diffuser des moyens, des méthodologies, des approches, donner accès à des contenus de cours, mais aussi des objets d'enseignement, donc ce qu'on appelle les learning objects, donc les objets d'enseignement, mais en mode open source. Il y a des plateformes, il y a des cadres de collaboration mondiale dans cette affaire-là. Il faut aller encore plus loin.
ouvrir nos salles de cours virtuelles, pas nécessairement à des étudiants, mais à des profs aussi, qui peuvent venir travailler avec nous, nous donner leur perspective. On parle d'internationalisation chez soi, ben quoi de mieux que d'avoir un professeur chinois ou japonais qui enseigne mes étudiants avec moi et vice-versa. Ouvrir aussi nos laboratoires. Il y a des moyens d'ouvrir des laboratoires pour partager des connaissances et partager des études. Honnêtement, c'est comme ça que je vois l'aide. Ce n'est plus des étudiants qui vont bâtir une école en Afrique ou dans le sud quelque part. On a besoin d'étudiants qui bâtissent des écoles dans le nord canadien aussi. On a ces besoins-là, mais c'est beaucoup plus le partage et le travail ensemble. On peut l'appeler diplomatie du savoir, effectivement, comme on aime l'appeler chez nous. Je suis tout à fait pour cette appellation-là. Et c'est comme ça que je vois beaucoup plus la collaboration et la coopération internationale de nos jours. Et parfois, même un pays riche peut avoir besoin de nous, vous savez. Et vous voyez, vous avez vu que le Cuba a envoyé des gens en Italie, hein, alors que nous, on va aider les Cubains. Donc, c'est une chaîne, Adèle. Merci, Adèle. Donc, Lynn prend la parole et leur tourne, ce qui fait que notre dernier thème va être en mode idée rapide. Lynn, pour ce thème sur les collaborations. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire après Sylvain et Adèle. Je souscris aussi au fait que les pays du Nord ont ordinairement un plus grand choix avec qui ils veulent travailler, et tandis que les pays un peu moins fortunés ne l'ont pas. On a parlé de l'apprentissage en virtuel où il y avait vraiment une fracture. Actuellement, nous mettons sur pied un très gros projet avec la Côte d'Ivoire et tout a débuté le 1er mars, alors on peut imaginer que le 11 belle approche, le bailleur de fonds a vraiment équipé toutes les contreparties pour s'assurer qu'on puisse continuer à distance, en virtuel, ce qui se passe très bien. Donc, moi, je dirais que si un bailleur de fonds a pu le faire, je pense qu'en termes de partenaires, on pourrait vraiment, ça pourrait être une demande là, pour le futur. Alors, Adèle a souligné aussi l'importance, et Sylvain aussi, des réseaux. Alors, nous, on a le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, où on s'est réunis encore en virtuel la semaine passée. Donc, ça amène de nouvelles possibilités, ça réduit certains frais, ça peut laisser davantage de fonds pour, je dirais, l'académique, la recherche. Alors, parce que actuellement, la pandémie que vit également l'Afrique, on voit que ça va, il y a vraiment des grands dangers, système de santé déficient, niveau de vie très bas. Donc, c'est sûr qu'il y a des capacités institutionnelles parfois plus faibles. Et donc, il va y avoir un financement de l'enseignement supérieur qui risque de s'en aller dans ces directions-là. Ce qui pourrait amener aussi une diminution marquée du financement là, pour les collaborations de recherche et tout ça. Un peu comme il a été soulevé, sur une note plus positive, je dirais que les approches développées dans des modes différents de formation ou de collaboration, ou en tout cas d'échange, pourraient mettre de l'avant, libérer des fonds pour vraiment travailler ensemble sur la recherche, des mobilités professorales, des co-tutelles. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a plusieurs possibilités, des leçons qu'on apprend, qu'on pourra vraiment transférer et travailler avec nos collègues du Sud. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci, Lynn. En fait, vos dernières remarques nous amènent vraiment au dernier thème qui était plus large sur l'innovation, qu'est-ce qu'on peut apporter comme université au Canada et ailleurs dans le monde, et comment, qui est une partie, on ne peut pas juste prendre, on doit aussi donner, comment on peut contribuer, c'était notre thème en dernier, en disant comment dans un nouveau modèle. Et je vais vous lancer, puis après ça, on va être en mode, il nous reste à peu près 7 minutes, donc on va être en mode 2 minutes chacun. Mais ce que j'ai entendu de votre dernière remarque était sur la notion de partage, que moi j'appelle la solidarité universitaire, en disant, et la mission de base des universités, et je vais paraphraser une phrase très célèbre qui dit, demandons-nous pas ce que la société peut faire pour nous, donc payer, mais ce qu'on peut faire pour la société. Et donc ça, c'est un peu comme institution
institutions. Et on nous a beaucoup poussé, et ça c'est le dernier thème, vers un modèle qui était plus économique. On donne ou on vend, et là, votre discours va vers un modèle où on dit on doit revoir la mission et penser en termes de partage, d'ouverture, qui suppose quand même de revoir derrière le modèle économique sur lequel on nous a poussé. Où on a dit les universités, ben, ça doit rapporter, les étudiants étrangers, c'est une source de revenus. Et donc, on voit que dans le discours que Adèle, Lynn et Sylvia ont tenu, on est loin de ce modèle-là. Et je suis certain que Jean-Philippe Thouard, à l'UF, vous faites comme ça de la tête en disant ce modèle qui est plus un mode de partage doit quand même être revu comme modèle d'université en se disant c'est quoi notre mission? Et oui, la pandémie est une occasion de réfléchir dans ces termes-là en disant qu'est-ce qu'on veut être? Quelqu'un qui a souligné que la part du Canada avait un peu terni à l'étranger. Notre générosité n'est tout à fait reconnue comme étant légendaire. Donc, là, il y a quand même une réflexion à poser. Je pense que ce que vous avez dit va dans ce sens-là, en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et on parlait de, on ne peut pas juste prendre. Moi, j'aimais bien l'expression quand on parlait, on va passer de brain drain au brain gain, où c'est tout le monde gagne. Il faut penser sur les modes de retour. On ne peut pas que prendre. Donc, je vous invite, quick réflexion. Sylvain, Lynn, Adèle, pour terminer ça, vous avez comme 2 minutes chacun pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire là, dans l'administration, la gouvernance pour nous positionner, mais pour donner aussi. De notre côté, c'est sûr qu'en termes institutionnels, ça dépend des moyens dont on dispose. Hein. On parle du modèle économique, on ne peut pas en sortir complètement parce que pour agir, pour avoir de l'impact, ça va nous prendre du financement, ça va nous prendre des sous. Alors, comme université, on a quand même une limite de capacité d'intervention au niveau international. Donc, il faut beaucoup compter sur nos gouvernements et faire en sorte que tant le gouvernement du Québec que le gouvernement du Canada nous donnent des leviers financiers pour agir avec des orientations de partage, des orientations de collaboration. Et là, je reviendrai au gouvernement canadien qui a le mandat de financer des collaborations internationales. Il y a une quinzaine d'années, on disait déjà du Canada, la revue par les pairs de l'OCDE disait que le Canada avait une longue tradition de promesses non tenues. Alors, le Canada s'était engagé à financer les collaborations internationales, ce qu'il n'a pas fait ou très peu, ce qui fait qu'on a graduellement perdu l'impact et l'image un petit peu qu'on avait su construire. Et vous vous souvenez, il y avait des années où on avait des programmes de collaboration interuniversitaire au niveau international avec des financements conséquents qui permettaient aux universités de se lier nord-sud et de développer, que ce soit des programmes ou de la recherche. Alors ça, c'est fondamental que notre gouvernement, que nos gouvernements puissent comprendre ce volet-là, investir et s'engager pour nous aider, parce qu'on a beaucoup de gens à l'interne qui sont intéressés à ces collaborations internationales, que ce soit nord-nord, nord-sud ou autre, et de réfléchir avec nos collègues européens à savoir si ensemble, on ne pourrait pas faire des choses aussi dans les pays du Sud ou les pays en émergence. Je vois Celcio qui est avec nous du Brésil et nos pensées accompagnent nos amis brésiliens actuellement. Et oui, il faut trouver des façons de réactiver ces collaborations avec des modèles d'aide qui nous amènent un support financier pour réaliser des choses concrètes sur le terrain avec nos équipes qui ont le goût, dans des coudes, et le goût de retourner par un modèle hybride ou autre. On commencera par l'hybride et on retournera graduellement sur le terrain quand ce sera opportun, parce qu'il y a un autre enjeu. Lynn l'a mentionné tout à l'heure, la situation sanitaire dans plusieurs pays est en évolution et était très incertaine. Combien de tests sont faits dans certains pays qui ont très peu de résultats, etc. Donc, avant qu'on envoie des gens sur le terrain, on va quand même devoir analyser sérieusement cet enjeu. Mais on a besoin de nos gouvernements absolument pour se relancer et envoyer de bons messages à la communauté universitaire. Lynn. Écoutez, moi, je dirais qu'il va falloir, il y a des choix qu'il va falloir faire, mais je pense que ça devra être aussi des choix de collaboration au lieu de la compétition, collaboration, et laisser savoir à nos partenaires, entre autres canadiens et autres, avec qui on travaille, comment est-ce qu'on peut mieux collaborer ensemble. Et aussi, je dirais, sans dire on va se diviser le territoire, c'est pas ça, mais c'est bâtir sur qu'est-ce que les autres font. Donc, s'informer davantage sur qu'est-ce qui se passe dans un pays, où est-ce qu'on intervient, comment est-ce qu'on peut être complémentaire.
j'ai en tête un projet où on était intervenu en Guyane britannique et l'AGDI, à ce moment-là, Affaires mondiales Canada, finançait la capacité building, le renforcement des capacités des gens, mais on ne pouvait pas acheter de dictionnaire ou de calculatrice aux professeurs. Alors, avec l'Union européenne, on disait, bon, vous, qu'est-ce que vous pouvez financer? Donc, je vois une approche comme ça où on met un peu en commun certaines de nos ressources pour voir comment est-ce qu'on peut être complémentaires et davantage appuyer les pays. Parce que où je vois, c'est qu'on est excessivement présent et ces gens-là ne savent plus où donner de la tête. Là, on intervient un peu là. Donc, un petit peu de rationaliser ça pour vraiment avoir une contribution plus riche, je dirais, et à plus long terme. Polytechnique s'implique à long terme dans les pays parce que c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment, je dirais, avoir un impact, développer une relation, une compréhension, comme Nicole mentionnait tout à l'heure, c'est lorsqu'on a déjà, on a déjà créé ce lien que c'est davantage possible. Alors, moi, je dirais que le long terme, laisser savoir où est-ce qu'on intervient, autant du sud avec le nord, nord-nord, nord-sud, sud-sud, pour mettre ensemble nos ressources. Et je pense que là, on va pouvoir encore mieux intervenir. Adèle. Merci, Lynn. Très rapidement, je vais essayer d'élargir sans aller à des projets spécifiques. Je pense que quand on parle de notre rôle et de l'avenir, puis quand on regarde le recrutement international, je suis d'accord avec Sylvain qu'il y a des obligations, des exigences financières. On a besoin de financer nos enseignements et notre travail. Quand je regarde certains pays européens qui chargent beaucoup moins que nous et qui quand même attirent beaucoup d'étudiants et qui quand même réussissent à faire une diplomatie du savoir sans l'appeler diplomatie du savoir, je me demande qu'est-ce que nous avons manqué. Je pense que je voudrais développer une formule mathématique qui me dit, en plus des revenus ou des contributions aux revenus que l'éducation internationale apporte, il y a des contributions qu'il faut qualifier et quantifier. C'est tout ce qu'on appelle le soft power qu'on est en train de développer, la force douce ou la puissance douce, l'influence du pays, mais pas seulement du pays, l'influence des provinces, des établissements, des chercheurs dans le monde, parce que ce n'est pas seulement toujours au niveau du pays. Parfois, une université peut avoir plus d'influence qu'un pays. Donc, je pense qu'il y a plusieurs composantes. Il y a l'argent, il faut mettre plus, tout ce qui est influence culturelle, tout ce qui est contribution culturelle, contribution sociale du travail qu'on fait, contribution économique de ce que les étudiants font, de ce que les étudiants qui deviennent chercheurs, qui deviennent des développeurs d'affaires et de haute technologie font dans un pays. Donc, toutes ces contributions-là. Pour faire quelque chose comme ça, il faut avoir un cadre de pensée qui me dit que moi, comme gouvernement, ou moi, comme province, gouvernement provincial, par exemple, j'ai une vision de la collaboration internationale, j'ai une vision de l'internationalisation de mes établissements. Et cette vision ne peut pas se compter seulement en termes quotidiens. La vision, c'est à plus long terme. Ce n'est pas seulement est-ce que je travaille bien avec celui-ci ou je travaille bien avec celui-là. C'est ce qu'on appelle l'internationalisation intentionnelle. Donc, oser se poser la question pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on fait ce qu'on veut faire autre que de générer de l'argent et de générer des nouveaux immigrants? Parce que souvent ça aussi. Hein? C'est pour avoir plus d'immigrants au Québec ou en Ontario. Ce n'est pas ça. Hein? Donc, moi, je pense que pour finir, le Canada aujourd'hui et tous nos établissements, nous avons des opportunités. Nous avons des opportunités de rendre notre pays, nos établissements, comme destination de choix. C'est des opportunités qui existent pour différentes raisons, que ce soit des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Il y a des pays qui chassent les étudiants. Nous, il faut qu'on soit un pays accueillant. Ça prend aussi des réponses à des défis qui sont très sérieux. On a des défis aujourd'hui qui sont de type santé, mais on a des défis beaucoup plus que ça. On a des défis de relations diplomatiques, des défis de relations géopolitiques avec certains pays. On ne peut pas dire on veut des milliards de ce pays-là, puis le lendemain, lui cracher dessus, n'est-ce pas? Donc, il y a des bonnes relations qui se développent
Et pour développer toutes ces choses-là, il faut avoir une vision à plus long terme. Comme pays, on parle de l'Australie ou du Royaume-Uni, ils ont développé une vision. L'Australie veut des étudiants, veut de la collaboration internationale. Donc, ça nous prend une vision visionnaire, et ce n'est pas de la tautologie, une vision visionnaire de ce que le pays et les établissements veulent faire de l'enseignement supérieur ou de l'internationalisation de l'enseignement supérieur au Canada. Merci pour ces commentaires. Je fais un court wrap-up en disant, une courte synthèse en disant, je pense que ça prend une vision à long terme de bien comprendre pourquoi on internationalise, c'est quoi le but d'internationaliser. Et ça a été bien dit, notre mission première, et j'écoutais Adèle et je ne me souvenais plus, Adèle, comment on pensait pareil. Alors, en disant, moi, j'ai toujours pensé que de nous prendre pour des agents d'immigration et pour des agents qui généraient un impact économique parce que nos étudiants étrangers dépensaient, c'était très, très réducteur. Et notre mission, c'est la formation, la recherche, et pas la formation dans notre voisinage. C'est la formation, les universités à l'origine étaient internationales et on recherche nos origines en fait. Elles ont été fondées en Europe comme étant internationales. Les étudiants circulaient d'une université à l'autre, les recherches circulaient d'une université à l'autre et c'est cette vision-là qu'on cherche. Le but de l'internationalisation, c'est renforcement de la recherche, c'est de s'aider d'être complémentaire, c'est augmenter la qualité de la formation chez nous et ailleurs, mais pour nos étudiants et pour les autres. Et c'est, vous avez bien dit, développer des liens d'impact qui sont beaucoup plus larges, les liens d'impact, que le retour économique ou les étudiants qu'on va garder comme immigrants. Et Adèle l'a bien souligné, tous les liens qu'on établit, d'ailleurs, quand la diplomatie d'homme, d'habitude, les seuls qui continuent à se parler, c'est les universités, en essayant de ne pas se mettre les pieds dans les plans au niveau des crises diplomatiques qui virent en crise juridique. Mais cet impact-là, très réel, étudié, oui, les pays européens ont mieux compris que nous à notre époque actuelle, puis le Québec, et il y en a, Adèle est en Ontario maintenant, mais l'impact économique, c'est un morceau, mais de quantifier l'impact diplomatique sur tout ce qui fait, tout le monde qui nous écoute dans un bureau international, quand tu arrives à l'étranger, ton interlocuteur te dit, mais j'ai étudié au Canada, moi. J'ai étudié dans votre université. Dans le serpent échelle, tu le prends à grande échelle, tu montes en haut, la relation va marcher. Il y a quelqu'un qui vous connaît bien et qui est là. Et ça, c'est un impact qui ne se compte pas, mais qui fait qu'ils sont ouverts à faire des affaires avec nous, avec le Canada, qui ont une sympathie. Et ces choses-là doivent être réfléchies à long terme. Je conclue là-dessus en se disant, c'est dans notre mission et on se bat toujours pour faire reconnaître l'internationalisation comme étant un morceau de la mission, un morceau de l'ADN des universités. Et dès qu'il y a des crises, vous avez dit à un moment donné dans le débat, on a tendance à se refermer. Puis l'international devient toujours comme une agence de voyage, de séjour. Est-ce nécessaire? Alors que c'est dans notre mission de base, l'internationalisation pour la formation, pour la qualité de la recherche, pour l'avancement et pour les liens qu'on développe et qu'on doit développer, pas juste économique, dans tout sens. Aussi économique, mais pas juste économique. Merci à tout le monde. Donc, merci d'abord à nos intervenants. On va vous applaudir virtuellement. Alors, Lynn, Adèle, Sylvain, Jean-Philippe, merci de votre générosité. Larissa est là. Je ne sais pas si elle veut dire un mot de la fin, mais merci au BCU de l'initiative. Je pense que ça fait du bien de se parler tous d'abord, même devant un écran, même si on est un peu tanné des écrans, on n'est pas tanné de vous autres, par exemple. Alors, grand plaisir et merci encore de votre générosité dans les débats. Peut-être, Larissa, si tu veux faire un petit mot de la fin. Un petit mot. Merci, Nicole. Un merci très chaleureux pour nos panélistes, Sylvain, Jean-Philippe, Adèle, Lynn, pour cette discussion qui a vraiment provoqué beaucoup de réflexions. Et merci, Nicole, pour l'animation de cette table ronde. Notre communauté a beaucoup à réfléchir sur l'avenir de l'éducation internationale et sur la manière dont nous allons de l'avant. En particulier, il sera important pour nous de considérer les valeurs et les objectifs qui sous-tendent notre internationalisation, comme vous avez le parlé. Le partenariat, la collaboration, le respect mutuel, l'accessibilité, le désir de contribuer positivement au développement mondial, entre autres.
Et il est crucial pour nous d'explorer la direction que prendra le secteur de l'éducation internationale au Canada, tant d'un point de vue national que dans le contexte plus général des développements mondiaux, à mesure que nous naviguons à travers l'expérience de COVID-19, tout en passant par les différentes dimensions de l'internationalisation. Ceci marque la fin de notre table ronde d'ouverture. Nous avons préparé un programme complet pour le symposium aujourd'hui. Notre campus est une occasion de faire du réseautage dans un espace virtuel et je vous invite à créer un avatar si vous n'avez pas encore eu l'occasion. À 13h30, Timothy Stanley, professeur émérité de l'Université d'Ottawa, offrira une présentation très importante sur la pandémie et le racisme systémique. Plus tard aujourd'hui, à 17h, vous aurez l'occasion de poser vos questions à l'IRCC, à l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, lors de la séance de mise à jour en immigration. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon symposium. Merci à tous. Alors, au revoir tout le monde. Merci à nos participants. On a eu des commentaires. Il y avait plusieurs noms connus qu'on était contents de voir avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.